Hello, voilà un résumé des 7 points essentiels du livre L'Almanach de Naval Ravikant. Le premier point qui est intéressant, c'est que Naval dit que l'histoire se rappelle des artistes, que ce soit en sciences, que ce soit dans le commerce. Les personnes ou les découvertes qui vont rester dans l'histoire et qui vont aider à construire la société, selon lui, c'est des personnes qui ont fait leurs activités pour elles-mêmes, plutôt que d'avoir fait leurs activités pour un résultat. Il relie ça au fait que le succès est impossible à prévoir. C'est-à-dire qu'une personne, avant d'arriver dans une maîtrise de son domaine ou de faire une découverte, elle va avoir un temps de pratique indéfini avant que certaines circonstances fassent qu'elle soit reconnue ou bien qu'elle arrive à une maîtrise du domaine tout simplement. Et ce temps infini qu'il y a pour que la personne arrive à une maîtrise, si on peut dire, de son domaine, ça fait qu'en fait, seules les personnes qui réussissent sont les personnes qui font l'activité en elles-mêmes. C'est comme il est impossible de prévoir le moment où tu vas percer, où tu vas être, on va dire, avoir une certaine reconnaissance. La seule possibilité, c'est de faire une activité pour elle-même. Il précise une phrase qui est que les personnes qui gagnent un jeu sont celles qui sont tellement addictes à jouer qu'elles continuent, même quand tout le monde a abandonné, parce qu'il n'y a plus aucun intérêt à jouer à ce jeu. Alors qu'une personne qui a un résultat en tête, eh bien tout simplement, comme les circonstances ne vont pas forcément arriver pour qu'elle réussisse, elle va finir par abandonner parce qu'elle n'arrive pas à durer sur cette période infinie. Le deuxième point intéressant, c'est que le concept de networking est une erreur. Au lieu de ça, il préconise simplement d'être bon dans ce qu'on fait. Ça peut être par exemple pour une relation de couple, pour une relation professionnelle, trouver des gens qui vont t'aider à avancer dans ta carrière ou ce que tu veux faire. Et aujourd'hui, il y a une notion de devoir préparer ses relations en avance, de devoir te faire un réseau, networker, et on va dire d'approcher les gens ou certains groupes de personnes avec une attente de résultats. J'ai besoin de cette personne pour mon boulot, j'ai besoin d'avoir une bonne relation de couple pour un projet de faire des enfants, ou parce que c'est ce que la société dit en quelque sorte. Et Naval prend le contre-pied de ça et il dit simplement sois bon dans ce que tu fais, c'est-à-dire aie une relation saine avec toi-même, sois bon dans l'activité professionnelle que tu veux développer, travaille tes valeurs, et naturellement, les bonnes personnes vont graviter autour de toi. Et c'est un concept que je trouve intéressant parce que j'ai beaucoup essayé de faire du networking ou de construire un réseau, mais je remarque que c'est quelque chose de fini, c'est-à-dire qu'on va vers les personnes, on essaye de connecter sur le point dont on aimerait avancer. Mais en fait, c'est une relation finie parce que on n'aura pas de raison de revenir vers elle en fait. C'est-à-dire que tu vas à ton événement de networking, tu connectes avec une personne avec un but en tête, on va dire, mais tu n'avais pas de motivation, tu n'avais pas de joie ou de motivation intrinsèque pour voir ces personnes. Ce qui fait que il n'y a aucune raison qui te pousse, le jour où ton objectif est plus là, à les revoir. Et un objectif, ça change tout le temps, parce qu'on est en perpétuelle évolution. Donc c'est des relations très finies, et c'est pas durable dans le temps. Alors que tout simplement, te construire, te concentrer sur toi-même, sur t'améliorer, que ce soit dans ta relation à toi-même, pour construire une relation de couple, ou dans ton travail, eh bien tout simplement, tu vas attirer les bonnes personnes, et c'est même pas toi qui vas les chercher. Ça fait que c'est des relations long terme, parce que tu vas pas chercher ces personnes avec un résultat en tête, mais c'est un découlement du process intérieur que tu as déjà en toi. Et un autre point qui est intéressant, c'est qu'il faut montrer. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de travailler sur soi, il ne suffit pas d'être bon dans ce qu'on fait. Si par exemple tu veux te lancer sur les réseaux, ou je sais pas si tu es un peintre ou un écrivain, il ne suffit pas d'être bon dans ce que tu fais, il faut le montrer. Ça semble assez basique comme notion, mais si on prend l'exemple d'avoir une relation de couple saine, il suffira pas d'avoir fait un travail sur toi-même. Il va falloir vraiment l'exprimer, il va falloir montrer ses valeurs, être transparent avec les autres. C'est un peu le rôle de la publicité, si on peut dire, même si c'est pas forcément le bon mot ici. Mais il y a cette notion de faire un travail sur soi, puis de le montrer, ou de se montrer professionnellement. Il n'y a que comme ça qu'ensuite les bonnes personnes peuvent graviter autour de toi. Le troisième point, c'est un peu plus technique, mais je l'ai trouvé très intéressant. C'est le fait qu'une technologie représente un problème que la société veut, mais n'a pas encore résolu. Ça peut être vu sous la forme d'un savoir ou d'une technologie comme l'iPhone. Je vais te donner un exemple. On reprend le concept de créer une relation saine de couple. Ça, c'est quelque chose que aujourd'hui,
c'est pas un savoir qui est acquis dans la société. Encore beaucoup de personnes, dont moi, dont plein de personnes, cherchent à se créer des relations saines, que ce soit amicales ou de couple. Aujourd'hui, la société n'arrive pas à produire ce savoir, on va dire, de créer des humains qui sont totalement capables de créer des bonnes relations, on va dire. C'est pas enseigné à l'école, c'est pas enseigné dans la sagesse collective, si on peut dire. Donc, ça veut dire qu'il y a une place pour créer des solutions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cours sur le marché en ligne qui parlent de se créer des meilleures relations, des applis de rencontres. Et tant qu'on va dire ce problème n'a pas été résolu par la société, il y a une place pour une technologie, comme on peut l'appeler. Et donc ça, tu peux le voir comme un produit, par exemple, physique, comme un téléphone, ou un produit d'information, on va dire. Et l'iPhone, au début, ou le téléphone en manière générale, ça répondait à un problème qui était, par exemple, je connais pas en détail, mais se connecter plus facilement aux autres, échanger des informations. Donc ce produit a été diffusé à grande échelle dans la société, et aujourd'hui c'est une communauté. C'est-à-dire qu'avant il avait beaucoup de valeur, maintenant aujourd'hui c'est tellement diffusé que c'est devenu quelque chose d'évident pour tout le monde. Et donc aujourd'hui ça n'a plus de valeur. Pareil pour, on va dire, un cours sur avoir des relations saines. Aujourd'hui ça a de la valeur parce que la société ne sait pas comment le produire, à grande échelle. Tu peux dire qu'on l'aborde un petit peu en cours, mais pas vraiment. Et donc aujourd'hui, il y a une place dans la société pour créer cette solution, on va dire. Et le jour où ce sera, je sais pas, tellement commun sur les réseaux que tout le monde aura compris, ou que ce sera enseigné à l'école, ou que peu importe, il y aura des exemples dans la vie de tous les jours, eh bien ça aura plus de valeur en fait. Eh bien ça aura plus de valeur parce que ce sera quelque chose de commun. Et tout suit ce processus, que ce soit la connaissance ou un produit physique, tout suit ce processus d'être au début rare et avoir beaucoup de valeur. Et au fur et à mesure que c'est diffusé dans la société, par différents moyens, ça devient évident, ça perd sa valeur, et ça fait partie de la vie de tous les jours. Le troisième point intéressant, c'est que Naval crédite son succès à lire 1 à 2 heures de lecture par jour. Ça, c'est un pattern qu'on retrouve beaucoup chez les personnes qui ont, on va dire, construit des choses dans le monde matériel, si on peut dire ça comme ça. Type Bill Gates, type Warren Buffett. En fait, beaucoup de personnes, même quand on remonte dans l'histoire, parlent des livres, et ça paraît assez énorme en fait, de lire 1 à 2 heures par jour. Je crois que Bill Gates parlait de 3 à 4 heures par jour. Mais ça fait que confirmer un pattern qui fait que, en fait, c'est de là qu'on acquiert les bonnes informations. Et que ça demande d'être tout seul, ça demande d'être sur un livre, donc pas faire d'autre chose. Mais c'est comme ça que, paradoxalement, rentrent les bonnes informations. Donc j'ai trouvé ça intéressant qu'ils disent que tout son succès, ou de toutes les choses qu'il a entrepris dans sa vie, étaient dues à la lecture. Ça besoin le point essentiel. Si tu veux te concentrer sur 20% des résultats qui font 80% des résultats, lis 1 à 2 heures par jour, même si c'est énorme. Et en fait, tu comprendras mieux comment le monde fonctionne. Et ça permet à ton cerveau de simuler, on va dire, la majeure partie de la connaissance qui existe dans le monde. Bien sûr, après, il y a aussi l'application, mais le simple fait de se poser des questions, de se dire en quoi l'auteur dit ça, moi je pense ça, d'interagir mentalement avec la connaissance, ça fait 80% du travail aussi. Le 5e point dont Naval parle, c'est comment il arrive à prendre des bonnes décisions dans sa vie. Il préconise d'éviter les erreurs fatales ou les mauvaises erreurs plutôt que de croire qu'on peut prédire les bons choix. C'est une notion qu'on retrouve dans beaucoup de livres, le fait que le cerveau n'est pas capable de vraiment prédire ou simuler les bons choix. Si tu as une situation où tu as 2 choix, A et B, et en fait, si tu essayes de savoir lequel est le bon, non seulement les choix positifs, c'est compliqué pour toi de savoir quel choix va être vraiment positif. On le voit très bien, je pense que dans ta vie, tu vois peut-être que ce qui t'a amené à apprendre ou à te développer, c'est pas forcément ce que tu aurais attendu. Donc c'est très difficile de savoir ce qui va vraiment être positif pour nous, ou ce qui va être un choix positif. Et de deux, il y a énormément de facteurs qui peuvent influencer un choix. On va prendre un exemple que tu cherches à commander un téléphone sur Amazon. Tu te dis que ça c'est le meilleur téléphone, le téléphone A c'est le meilleur téléphone, mais il peut arriver que finalement le téléphone arrive cassé parce que il y a eu un accident avec le camion. Il peut arriver que tu as un petit problème à débarrer ton téléphone, tu vas ensuite voir le service après-vente, tu te rends compte qu'il est pourri, et finalement ça te donne une mauvaise expérience avec le téléphone, et tu te dis que c'est pas forcément le bon choix. Et donc en fait, il y a énormément de circonstances qui peuvent influencer le choix que tu peux pas prévoir à l'avance. Et donc ce que Naval préconise, c'est plutôt
de se concentrer sur les erreurs qui vont être fatales à éviter. Parce que tu peux pas savoir ce qui va se passer. Ça, c'est un modèle qu'il utilise parce que avec son entreprise, il choisit les compagnies dans lesquelles les entreprises à potentiel en investissement. Donc, ce qu'il préconise, c'est de se concentrer sur éviter les erreurs fatales. Parce que les erreurs fatales, mettons B une erreur fatale, j'ai pas d'exemple en tête, mais tu vas bien en trouver. Si par exemple te faire avoir sur Amazon, je sais pas, un produit qui te semblerait vraiment, qui te semblerait incroyable, mais tu y a un petit truc un petit peu shady ou qui te laisse penser que ça peut être une arnaque. Et par exemple, si tu te fais avoir avec ce téléphone, ça c'est une erreur fatale. Ça va t'empêcher de rester dans le game, on va dire. On va dire c'est ça le but de la philosophie, c'est d'empêcher les erreurs qui vont te sortir du game pour pouvoir continuer à faire des choix par la suite. Parce que tu peux pas prédire le choix qui va être le bon ou qui va être positif, mais le but c'est tout simplement de rester dans le game pour continuer justement à pouvoir avoir de la clarté sur le bon choix en avançant. Et c'est une stratégie qu'on retrouve, qui conseille quand on investit, de prendre un gros panel d'entreprises, puis d'avoir potentiellement après le choix d'augmenter l'investissement sur l'entreprise. Mais on retrouve ce fait que c'est impossible de vraiment savoir ce qui va réussir au début. Voilà. Et c'est un exemple qui est applicable dans la vie de tous les jours. Par exemple, sur un choix de relation, tu te demandes si cette personne est intéressante pour toi. Et bien regarde si tout simplement il y a un red flag, comme on appelle ça, ou quelque chose ou une erreur fatale qui est obvious dans la personne qui toi te correspondrait pas. Alors que si c'est une personne, bah il n'y a pas d'alerte, on va dire, quand tu la vois, ou que tu ressens pas d'alerte. Ça veut pas dire que c'est un bon choix positif. Peut-être qu'en recreusant, eh ben, tu vas découvrir de nouvelles choses. Pareil pour un travail, un nouveau job que tu choisis. Concentre-toi sur le fait, concentre-toi sur repérer ce qui pourrait être une mauvaise décision. Et s'il n'y en a pas, eh bien, reste ouvert et ne juge pas. Et continue à avancer pour voir si ce choix finalement te convient. Le sixième point qui est relié au point d'avant, c'est d'avoir une clarté de jugement avant d'investir beaucoup de temps ou d'énergie quelque part. Si on reprend le point précédent avec les choix A et B, eh bien, peut-être que tu as éliminé le choix B et tu te dis A est le bon choix. Et donc, tu vas investir tout ton temps et ton énergie. Ah, c'est un super téléphone, je vais mettre tout mon argent dedans. Ce que Naval préconise, c'est d'attendre d'avoir une clarté sur la personne, sur le job, sur la décision, avant d'investir beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc c'est relié au point dont je parlais avant, c'est le fait que si une entreprise te semble bien que tu veux investir, si une personne te semble bien, tout excité, tu dis que c'est que la personne de ta vie, même si c'est un peu cliché de dire ça, n'investis pas tout ton temps et toute ton énergie. Continue à avancer dans l'arbre des décisions, et au fur et à mesure que tu obtiens plus de clarté, là tu peux commencer à investir plus de temps, plus d'énergie. Et ça va avec le fait de ne pas surréagir émotionnellement quand quelque chose est nouveau, quand quelque chose est intéressant. Tu peux tout simplement attendre 1 ou 2 jours pour prendre ta décision. Quand quelque chose, un nouveau cours en ligne te semble extra, une news te semble c'est la fin du monde, ou bien il y a cette nouvelle intelligence artificielle qui va révolutionner le monde. Eh bien, je caricature bien sûr, mais attends toujours 1 ou 2 jours avant d'investir de l'attention et de l'énergie dans cette information. Et le septième point qui est le plus important, c'est que le désir est une émotion. Il ne s'arrête pas, à un chiffre précis. C'est quelque chose de qualitativement différent, de nature différente qu'un bien matériel, qu'un nombre, qu'un compte en banque, qu'une somme d'argent. Et donc si tu as un désir d'avoir plus d'argent, il va jamais s'arrêter à une possession. Allez, je te fais un petit bateau. Non, bon, je vais pas faire un yacht, je vais pas y arriver. Ce désir ne va jamais s'arrêter quand tu auras la belle maison, la belle voiture, ou peut-être quand tu auras trouvé le partenaire qu'il te faut. Ce désir, il est émotionnel, c'est-à-dire qu'il évolue sur une ligne différente des biens matériels. Et donc ce désir, il va continuer à vouloir toujours plus. Il n'a rien à voir avec le côté rationnel. Donc ce qu'il préconise, c'est tout simplement d'arrêter d'avoir ce désir de l'argent, de faire un travail sur toi-même dès maintenant, parce que c'est pas en ayant la chose que tu veux que ce désir va s'arrêter. Le problème, c'est que ce désir, il est aussi infini. Et ce désir va agir comme une charge mentale qui va brouiller tes décisions. Comme si, par exemple, tu étais affamé et que tu avais en tête
absolument de manger, je sais pas, mettons un burger ou ce que tu veux, et que tu as une décision importante à faire en même temps, et bah tu as les deux cheminements mentaux, on va dire, qui vont je vais te faire un autre truc. Tu as les deux cheminements mentaux qui vont interférer, et toi, prendre une bonne décision là-dedans, bah c'est compliqué. Bah, c'est pareil quand tu as un désir, hop, tu veux prendre un choix qui te rend heureux, tu as le choix entre A et B, bah, tu as ce désir qui est là aussi et qui va interférer avec ton choix. Donc le désir, c'est quelque chose à travailler indépendamment. Donc après, que faire par rapport à tout ça? Et bien, comme on a vu que le désir était complètement indépendant d'un bien matériel ou d'une somme, bah, ça veut dire que tu peux le travailler dès maintenant. T'as pas besoin d'être riche, t'as pas besoin de... En fait, t'as besoin de rien du tout. Tu peux, dès aujourd'hui, travailler ce désir. C'est-à-dire que dès qu'aujourd'hui, tu te prends à, je sais pas, désirer quelque chose que t'as pas, un bien matériel, une relation ou autre chose, le but, c'est pas d'enlever ce désir, parce que ça, c'est sain d'avoir du désir, mais simplement de le remarquer. Donc, remarque dans tes choix quotidiens, quand ce désir monte, essaye de comprendre pourquoi il est là, et de remarquer, de l'observer, tout simplement. Parce que c'est un travail qui est fait indépendamment de si tu veux aujourd'hui créer de la richesse ou te créer ce que tu veux, un patrimoine, peu importe comment tu l'appelles. C'est deux processus indépendants, et tu peux travailler sur les deux. Hein. Moi, je recherche aussi à créer de la richesse, c'est pas quelque chose de mal, mais c'est deux process indépendants, et ça qu'il faut garder en tête, c'est ça que Naval préconise. C'est la première vidéo de cette chaîne, mais il y en a plein d'autres à venir. Donc par la suite, je te mettrai une vidéo ici qui est sur le même sujet, si tu veux explorer plus profondément ce dont je viens de parler. Sur ce, je te souhaite à très bientôt et une bonne journée.